Le deuxième jour, pour moi, commence par une déroute. Certains adeptes, j'en ai connu, comptabilisent leurs heures de méditation comme les gens qui travaillent dans le transport aérien, leurs heures de vol. Combien d'heures de méditation ai-je accumulé dans ma vie ? Est-ce que j'ai droit à des miles ? J'ai commencé il y a 25 ans. Il serait beau, si j'avais pratiqué une demi-heure par jour pendant tout ce temps, de multiplier 365 par 25 puis par 30. C'est-à-dire plus de 8000 heures. C'est difficile à se figurer. 8000 heures de méditation, 8000 heures de conduite automobile, 8000 heures de sexe, 8000 heures de quelque activité que ce soit. Et de toute façon, je suis loin, très loin du compte. Seconde émission avec Emmanuel Carrère à l'occasion de la publication de Yoga, qui est un livre très drôle, comme vous venez de le constater par la lecture de ce court extrait. Mais comme chaque soir, on va commencer en musique. On va commencer avec Arletta. Νύχτα βροχερή, άδειο το χέρι, ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει, που θα σε βρει. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Πέτρος η φωνή και πως να κλάψει, που φύγες εσύ έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Θα έρθει το πρωί και θα περάσει, θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει, όπως κι εσύ. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. De vous, Emmanuel Carrère, on a l'impression de connaître beaucoup de choses. D'une part, parce que vous nous confiez des fragments de votre vie depuis maintenant des décennies au cours de l'élaboration de votre œuvre littéraire, mais aussi parce que vous avez beaucoup écrit et documenté vos différentes activités. Donc il y a eu les années étudiantes que vous avez évoquées hier, il y a eu les années de lecture, et d'ailleurs je pense que vous êtes aussi devenu écrivain parce que vous étiez un incomparable et un très grand lecteur de différents genres littéraires. Puis ensuite, il y a eu les années bretonnes, et puis ensuite, il y a eu les années critiques de cinéma, et puis ensuite, il y a eu les années grecques. Et de ces années grecques témoigne peut-être cette chanson ? Oui, tout à fait. Puis c'est aussi, il y a une partie de ce livre qui se passe dans l'île de Léros, qui est donc une île où sont rassemblés beaucoup de jeunes migrants venus pour la plupart du Moyen-Orient ou de la Corne de l'Afrique. Mais puis bon, en fait, cette chanson, je l'aime beaucoup, quoi. Mais c'est si vous me demandiez la musique qu'on emporte sur l'île déserte, ça serait sans doute pas ça. Mais il se trouve que, vous savez, c'est comme quand
il y a pas très longtemps qu'une amie me l'a fait découvrir, et c'est le truc qu'on fait qu'à son tour, on fait entendre à ses amis en disant, tu trouves pas que c'est beau, quoi. Et je l'aime beaucoup, cette Arletta. Je crois que c'est vraiment une chanteuse qui était populaire en Grèce dans les années 70, 80, quelque chose comme ça. C'est très, ouais, elle est très belle, cette chanson. Dans le dernier livre qui vient de paraître, qui s'intitule Yoga, il est question de vos années grecques assez récentes. Tout va bien pour vous. D'ailleurs, vous en étonnez vous-même d'aller si bien. Vous arrivez à écrire, vous arrivez à aimer, vous arrivez à ouvrir les yeux sur le monde. Vous êtes un ami incomparable, vous aimez faire du yoga, bien sûr, mais pas seulement. Vous aimez marcher dans les chemins de grande randonnée, vous aimez aussi nager. Et puis, tout d'un coup, boum, badaboum, tout s'arrête. Quelque chose se fêle. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ordre de la fêlure ou est-ce qu'on peut dire que c'est de l'ordre de la dépression, Emmanuel Carrère ? Les deux, l'une succédant à l'autre. Et ça illustre assez ce dont il est beaucoup question dans ce livre, c'est-à-dire cette espèce de loi d'alternance qui est une des grandes lois de la vie. Enfin, je dis que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais c'est une... Je me réfère assez souvent ici, puisqu'aussi finalement il y a ce que j'appelle yoga dans le sens large, qui inclut les arts martiaux, des choses comme ça. Ce sont somme toute des disciplines de transformation d'origine orientale. Et ce qui est certain, c'est que aucune civilisation, plus que la civilisation chinoise, je pense, n'a vraiment mis au cœur de sa pensée cette alternance du yin et du yang, c'est-à-dire du jour et de la nuit, du calme et de l'agitation, et puis je ne sais pas, du dehors et du dedans, de la joie et de la dépression, sachant que au fond il y a la conscience que c'est à ces deux forces, yin et yang, à leur jeu, à leur interaction, peuvent se résumer tous les phénomènes, non seulement humains, mais les phénomènes de l'univers, et que voilà, c'est ça, leur interaction est celle d'une espèce de mouvement de balancier qui fait que un mouvement yin va se transformer en mouvement yang, exactement comme la nuit va devenir le jour, et comme ensuite le jour va de nouveau devenir la nuit. Alors, c'est quelque chose dont qui a d'ailleurs un caractère réconfortant, puisqu'on peut se dire que c'est alors que certes, quand on va très mal, qu'à un moment, si on n'en meurt pas, on va aller mieux, et c'est par ailleurs une mise en garde, puisque quand on va très bien, comme j'allais très bien à un moment, fatalement, on va se mettre à aller mal. Je vais vous lire un très court extrait de Yoga, Emmanuel Carrère. Je connais bien des façons d'être bien, heureusement, dans le sexe d'une femme que j'aime, les yeux dans ses yeux, en nageant dans la mer longtemps, en regardant grandir mes enfants et maintenant mon petit-fils, en travaillant quand le travail m'est permis, mais l'expérience de la méditation, quand c'est bien, c'est une façon inconditionnée d'être bien. On est bien parce qu'on est là, on est bien parce qu'on est nulle part, mieux que là où on est, habitant ce corps-là, tranquillement posté à la frontière, entre ce qui est soi et ce qui n'est pas soi, entre le dehors et le dedans, et se sentant vivre, point, pas faire quelque chose, deux points, seulement vivre. Mais ça veut dire quoi, vivre ? Là, pareil, je sais pas très bien quoi dire. Je vais répondre à autre chose. Enfin, je veux dire, non, vous lisez ça, c'est c'est vous, hein. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, mais je vais y revenir en tournant. À l'origine, je pensais écrire un livre sur le yoga, mais plus précisément sur la méditation. La méditation est un truc... Pas un cours de yoga, quand même. Non, pas un cours de yoga, ni en plus... Quoique. Oui, quoique. Mais... Vous avez un certain succès, mais là, vous auriez eu un succès certain. Remarquez,
yoga plus dépression, ça intéresse aussi. Yoga tous. Sauf que le yoga ne sert à rien en cas de dépression. Parce qu'on n'est vraiment pas capable de s'asseoir en lotus. Même ça, si vous êtes un as du lotus, Carrère, bien, vous n'avez pas envie dans votre chambre de Sainte-Anne de vous mettre en lotus. Hein. C'est vrai, du moins dans mon expérience. Mais... non, j'ai essayé de parler de ce que c'est que la méditation, qui est quand même une drôle de pratique. C'est devenu très à la mode. Et d'ailleurs, je trouve ça très bien. Hein, et c'est pas un peu trop branchouille? C'est une chose sérieuse. C'est comme le yoga, si vous voulez. Il se trouve que tout le monde s'est mis à en faire, mais tant mieux. Je veux dire, il s'agit vraiment de disciplines très très bienfaisantes et qui même si vous le faites effectivement, enfin comme à partir de trucs de développement personnel, tout ça, c'est peut-être pas la porte d'entrée la plus royale, mais c'est mieux que pas de porte d'entrée du tout. En tout cas, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est bien, c'est bien, et quand c'est pas bien, c'est bien aussi. Ah. C'est intéressant. Non, mais c'est pareil. C'est pareil. Justement, l'intérêt de la méditation, c'est aussi de, que s'effrite un peu cette frontière entre ce qui est bien et pas bien. Ça, c'est tout coup. D'ailleurs, c'est exactement ce que vous disiez en me disant c'est quoi vivre, et là je me retrouvais comme un cancre qui sait pas quoi répondre. Ben, c'est justement, c'est quand c'est, et quand on arrête de dire bien ou pas bien. C'est tout court, intransitivement. Pratiquer la méditation, c'est effectivement se mettre dans une position intransitive. Ça veut dire ne pas être posé quelque part, là, à l'endroit où on est, et ne faire que être là. En réalité, il n'y a rien de plus simple, hein, si vous voulez. C'est difficile. Oui, bien sûr, c'est difficile. C'est comme dit le capitaine Haddock, c'est à la fois très simple et très compliqué. Mais c'est à la base très simple. C'est-à-dire, vous vous asseyez, et pendant une durée, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, mais même 2 minutes, ça suffit. Vous vous posez et vous ne faites rien. Vous fermez les yeux, de préférence, pas obligatoirement. Vous fermez les yeux, vous vous tenez droit, et vous laissez advenir ce qui advient. C'est-à-dire un inconfort physique, vous avez mal aux genoux, vous avez un peu mal au dos, vous avez des pensées qui vous traversent, vous êtes en train de penser au coup de téléphone que vous avez besoin de passer, vous vous emmerdez, vous vous demandez pourquoi vous faites ça, vous vous dites que ça serait peut-être pas mal de faire ça, que vous êtes... Bref, ce qui vous traverse physiquement, psychiquement, tout ça, vous devez juste y être présent, essayer de l'observer un tout petit peu. Et l'intérêt de cet exercice, c'est petit à petit de vous décoller un tout petit peu de cette espèce de petit moi inquiet, fragmenté, confus que nous sommes tous. On s'en décolle jamais beaucoup, enfin peut-être le Bouddha bien sûr, mais vous ou moi, enfin en tout cas moi, pas beaucoup. N'empêche que ce tout petit peu, c'est déjà beaucoup. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans l'esprit, dans le corps, et ce quelque chose va augmentant si on pratique ça régulièrement. Alors, ça n'empêche pas d'être névrosé, ça n'empêche pas d'être fou, ça n'empêche pas de se retrouver à Sainte-Anne absolument engouffré dans une dépression mélancolique. Il n'empêche que c'est un exercice d'une simplicité presque révoltante et qui fait qu'il se produit une espèce de bizarre changement qu'on n'arrive pas et qui n'est pas nécessairement, vous voyez, encore une fois, de l'ordre de la sérénité, des trucs comme ça. Il y a une espèce de rapport avec son propre psychisme qui change un petit peu, qui est très différent de la psychanalyse, alors qu'a priori, ça a quelque chose en commun avec la psychanalyse, si vous voulez, qui consiste à laisser passer ce qui vous passe, à laisser ce qui vous traverse la tête, de préférence sans le juger, en associant librement, tout ça, c'est pas si éloigné. Le truc, c'est que on n'interprète pas, on ne retient pas. L'écriture est-elle une forme de méditation? Je me pose la question après avoir lu Yoga, car dans la première partie de votre texte, Emmanuel Carrère, vous citez un livre magnifique d'ailleurs qui s'intitule Promenade avec Robert Walser de Carl Selig. Et à un moment, il cite une phrase de Ludwig Born exactement,
qui dit « Prenez quelques feuilles de papier pendant 3 jours de suite, écrivez sans le dénaturer, sans hypocrisie tout ce qui vous passe par la tête, écrivez ce que vous pensez de vous-même, de vos femmes, de la guerre, de Goethe, du crime de Fonck, du jugement dernier de vos supérieurs, et au bout de 3 jours, vous serez stupéfait de voir combien de pensées neuves, jamais encore exprimées, ont jailli de vous. » Et je me suis demandé si c'était pas la même forme que la méditation que vous pratiquez en yoga. Et donc je me suis dit, Emmanuel Carrère fait du yoga et il écrit de la même manière. Ça a un peu à voir. Est-ce que vous laissez venir à vous tout ce qui passe à l'intérieur de votre propre psyché pour pouvoir en écrire? Ben oui, il y a une partie de l'exercice qui consiste à ça, qui consiste effectivement à lever un peu diverses censures, enfin ce qui est aussi la procédure de la psychanalyse. Ce petit paragraphe que vous avez lu de ce type qui s'appelait Ludwig Born, qui était une figure très mineure du romantisme allemand. Depuis quand je l'ai découvert il y a très longtemps dans ce texte et ces promenades avec Robert Walser, c'est devenu une espèce de mantra qui m'a accompagné toute la vie. Par la suite, j'en ai trouvé un autre encore plus éloquent que j'adore, qui est une phrase de Thomas Bernhardt qui dit « Écrire, en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit d'incliner la tête et puis de ramasser sur le papier tout ce qui tombe. » J'aime beaucoup ça. Et vous y croyez? Oh bah, oui, j'y crois un peu. Oui, bien sûr. Enfin, non seulement j'y crois, mais je le pratique. Bien sûr qu'il y a du tri. Il faut vivre des choses intéressantes quand même. Pas que. Non, alors là, autre enseignement de la méditation. La question de est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant n'a rigoureusement aucune importance. Vous n'avez pas besoin de penser des choses de... Oui, mais vous, il vous arrive des choses intéressantes. D'ailleurs, vous provoquez dans votre vie des moments intéressants. Et après, ces moments que vous allez juger intéressants, mais ils sont intéressants en soi, objectivement. C'est pas votre propre subjectivité qui les rend intéressants. Quand vous partez en Indonésie et qu'hélas, vous allez vivre la tragédie du tsunami, vous allez en faire un livre magnifique. Quand vous partez justement pour retrouver des souvenirs des fantômes russes de votre propre généalogie familiale, vous en ferez un livre et un film. Et c'est très passionnant. Quand vous parlez du surendettement qui arrive à de nombreuses familles, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est pas la vie tout court qui est intéressante. Vous provoquez dans votre existence des choses intéressantes. Donc écrire, c'est vivre des choses intéressantes. D'abord. Je suis embêté parce que je trouve ce que vous dites convaincant et en même temps, j'aimerais soutenir la conviction contraire. C'est-à-dire que la question de ce qui est intéressant ou pas intéressant est absolument secondaire. Mais encore une fois, ce que vous dites, ça se tient un peu. Nous, on vous lit parce que ce que vous racontez nous intéresse. Ouais. Mais il y a des écrivains, qui décident que dans certains de leurs livres, ils ne raconteront rien délibérément d'intéressant. Je vous propose d'écouter Georges Perec à propos de L'homme qui dort. Si vous voulez, un certain jour, un moment quelconque de sa vie, il ne comprend plus très bien pourquoi il est en train de faire des études, pourquoi il est en train de préparer sa licence et il ne se présente pas à l'examen qu'il doit passer. Il oublie de se lever, disons. Enfin, il ne se lève pas. Oui, si vous voulez, n'importe quel prétexte est bon. Si vous voulez. Il rentre dans l'indifférence, enfin, il tombe dans l'indifférence, c'est quelque chose qui lui arrive dessus, enfin, comme si, je ne sais pas moi, enfin, il bute dessus, il se plonge dedans. Comme si on ouvrait une porte et puis de l'autre côté, il y a... C'est ça, comme s'il ouvre une porte et de l'autre côté, il y a un paysage qu'il ne reconnaît plus, il y a un monde dans lequel qui ressemble au monde dans lequel il a vécu, mais tellement... transformé et puis tellement neutralisé. Oui. Je voudrais qu'on essaie de donner des exemples de cette indifférence pour que l'auditeur et le futur lecteur comprennent. Par exemple, il est indifférent dans la manière de s'habiller tout d'un coup. Oui, si vous voulez, l'indifférence commence par la neutralité, c'est-à-dire tout ce que ce personnage fait, il le fait sans lui accorder de valeur, c'est-à-dire qu'il s'habille sans essayer de donner une signification à ses vêtements. Il mange, disons, pour se nourrir. Il n'a plus de gestes sociaux, il n'a plus que des gestes absolument neutres. C'est-à-dire qu'il marche, il marche énormément, il traîne, il passe son temps à traîner, il
il mange quand il a faim, il dort quand il a sommeil. Tout le comportement qu'il a devient un comportement entre parenthèses, en marge. Si vous voulez, il n'est pas... il est absolument décroché par rapport au réel. Nous venons d'entendre la voix de Georges Perec qui, au micro de Pierre Desgroupes, le 3 mai 1967, s'exprimait à propos de son texte qu'on a beaucoup relu pendant le confinement, L'homme qui dort, qui est un texte extraordinaire, très métaphorique de ce que nous avons vécu. Mais c'est vrai que par rapport à la littérature et votre définition de la littérature, Emmanuel Carrère, il y a des écrivains qui peuvent raconter pas forcément ce qui leur arrive, ou peut-être même ce qui leur arrive, étant complètement indifférent ou neutre, un peu comme dans L'homme qui dort. Mais en vous, dans votre œuvre littéraire, j'ai vraiment l'impression que ce qui nous arrive en tant que lecteur, c'est ce qui vous est arrivé et que vous allez nous restituer par le dehors des choses que vous allez intérioriser par le biais de vos mots. Je réponds un peu à côté parce que je voudrais parler de Perec. Perec appelait ça, ce dont vous parlez, il appelait ça l'infraordinaire. Et en même temps, c'est en partant de l'infraordinaire qu'il arrivait à construire les espèces de 1001 nuits qu'est la vie mode d'emploi. Je voudrais dire que Perec a été, un des écrivains qui été les plus formateurs, les plus importants pour moi, au point d'ailleurs que j'ai voulu aller dans ma maison d'édition POL, qui est toujours la même 35 ans après, parce que POL était l'éditeur de Perec. Alors moi je suis arrivé au moment où Perec venait de mourir, mais et d'ailleurs c'était avec Dick, l'écrivain que j'aimais le mieux, vivant à l'époque où ils étaient vivants. Il se trouve qu'ils sont, ce que très peu de gens savent, morts le même jour de 1982. Je me souviens plus quelle date exacte, et je me souviens que je faisais une espèce de petite émission sur une radio libre à cette époque-là, et que j'avais fait une émission d'hommage à Dick et Perec ensemble, et je crois bien que j'avais été le seul à faire ce rapprochement. Toujours est-il que j'ai infiniment aimé tous les livres de Perec. Ce que je devinais de la personne de Perec m'inspirait énormément non seulement d'admiration, mais de sympathie. Et Dieu sait que j'ai pas l'esprit groupie, mais que j'aurais adoré connaître Perec, quoi. J'étais sûr qu'en plus Perec était sans aucun doute quelqu'un de très accessible, de curieux de ses cadets. C'était, et j'ai, alors vous parlez d'un homme qui dort, qui est, un livre magnifique. De toute manière, j'aime tous les livres de Perec. Mais il y en a un tout particulièrement qui est W, ou le souvenir d'enfance, qui est un livre qui fonctionne sur le montage de deux choses a priori, qui n'ont a priori rien à voir, qui sont des espèces de dissertations ou de rédactions qu'il faisait quand il était petit, donc qui représentait, décrivant une espèce d'île où vivait une société sportive comme ça, et de l'autre côté les souvenirs totalement lacunaires qu'il pouvait avoir au sujet de sa famille, de ceux qui avaient été déportés de sa famille et ses souvenirs d'enfance. Ces deux choses-là a priori n'ont rien à voir, et c'est précisément en les mettant ensemble qu'il est arrivé à prendre en tenaille quelque chose qui lui échappait complètement. Et c'est ce qui fait de ce livre apparemment assez froid un des livres les plus poignants que je connaisse. Et plus ou moins consciemment, c'est une méthode que j'ai mise en œuvre à mon tour. Par exemple, ce livre dont vous parliez, un roman russe, il fonctionne comme ça. Il fonctionne en mélangeant une espèce d'histoire dans la Russie contemporaine, une espèce d'histoire de ma propre vie sentimentale, une enquête sur mon grand-père maternel. Et c'est avec ces choses-là, avec le montage de ces choses-là, que j'ai l'impression d'être arrivé à attraper quelque chose qui par nature même s'échappait, par nature même était fuyant, fugitif, évasif. Et ça vraiment, ça fait partie pour moi des enseignements de Perec qui sont aussi des enseignements techniques. Perec était un homme qui pas seulement en qualité d'oulipien, mais qui aimait la technique. Et moi j'aime ça aussi. J'aime aussi les livres où on comprend les cuisines d'écrivains, les choses comme ça. Mais écrire, c'est d'abord vivre pour pouvoir en écrire, ou le contraire? D'ailleurs, quand le réel vous suffit pas, vous partez, hein.
Vous partez en tant que grand C'est reporter vrai, sur c'est des vrai, fronts c'est de vrai. guerre, vous allez chercher les événements ou l'événement. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'aimerais dire que je m'accommode que ce que dit la Pérec ou ce que disait Flaubert, qui disait que son rêve était d'écrire un livre sur rien qui tenait par la seule puissance du style et qui effectivement a passé le plus clair de sa vie à Croisset, à chercher à écrire ce livre. Ça m'inspire une immense admiration, mais je sais, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Il me faut un petit peu de ce qu'on pourrait appeler de l'anecdote, c'est-à-dire de l'extraordinaire. Vous vous ennuyez de vous-même quelquefois, Emmanuel Carrère? Non, c'est pas de l'ennui, ça peut être de l'antipathie, ça peut être une cohabitation désagréable et tout, mais pas de l'ennui. D'une façon générale, je n'ai aucune capacité d'ennui. J'ai de très grande capacité de dépression, de détresse, de choses comme ça, mais d'ennui, non. Vous avez quel type de rapport avec vous-même? Disons irrégulier, disons c'est comme le yin et le yang dont on parlait. Quelquefois ils sont plutôt cordiaux et d'autres fois d'autres fois pas. Vous aviez des rêves quand vous étiez plus jeune, et un de ces rêves est consigné dans ce dernier livre qui s'intitule Yoga. Un de ces rêves, c'était de devenir un écrivain original, que ça soit en 3 jours, en 3 ans ou en 30 ans. C'était l'obsession de ma jeunesse, dites-vous, et elle ne m'a pas quitté. Avez-vous réussi à devenir un écrivain original, selon vous, Emmanuel Carrère? Ce que je vois, c'est que c'est toujours, malgré tout, ma visée. Alors, si vous voulez, il y a quelque chose de... Non, mais je veux dire, il y a quelque chose Mais qui c'est est... bien de l'avouer. Non, mais il y a quelque chose qui est sans doute un peu puéril dans ce que ça implique aussi de désir d'importance, de gloriole, de choses comme ça. Ça, c'est vrai il faut c'est pas si mal de l'avouer parce que c'est des traits pas très honorables. On aimerait, c'est un peu minable. C'est un peu minable, mais en même temps, c'est des moteurs, hein. Je veux dire, c'est certainement des hochets pour l'ego, mais ces hochets pour l'ego, ça fait un peu avancer aussi. Il faut pas non plus les dédaigner trop, quoi. Non, je suis bien loin du détachement par rapport à ça. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Vous allez écouter Chopin de nouveau, mais interprété par Martha Argerich.
C'était un tube. Mais alors maintenant, depuis la publication du yoga, c'est un super tube. Oui, alors à un moment, il se trouve que dans la partie qui se passe dans l'île de Léros, j'ai rencontré une femme qui est devenue un personnage assez important du livre, qui est une femme qui travaillait dans l'humanitaire, s'occupait de ces jeunes migrants, et avec qui j'ai passé pas mal de temps, notamment une soirée de beuverie, il faut bien le dire. Vous buvez beaucoup dans tous vos textes, hein, Emmanuel Carrère. Oui, mais là, ça fait 2 ans que je bois plus du tout. Ah. Mais j'ai pas mal bu, ça c'est sûr. Et là, on s'est quand même murgé en écoutant en boucle cette polonaise héroïque de Chopin, qui est pas, j'adore Chopin, mais c'est pas l'œuvre que je préfère de Chopin. C'est quand même une espèce de grande machine épique, ça. Mais cette nuit-là, je sais pas combien, on a dû l'écouter 10 fois de suite, avec un émerveillement croissant et de plus en plus emphatique. Enfin voilà. Et voilà, il y a un autre truc, c'est que par la suite, elle m'a fait connaître, tout simplement envoyer le lien de quelque chose que je vais faire connaître tout de suite à vos auditeurs. C'est qu'il existe, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Vous cherchez Martha Argerich, la pianiste Martha Argerich, joue la polonaise héroïque de Chopin. Et ce que vous allez voir, c'est cette immense pianiste qui est à ce moment-là une très jeune femme. Elle a une 20aine d'années. Elle est d'une fracassante beauté. Elle joue de façon stupéfiante. Elle joue donc cette œuvre majestueuse, puissante, qu'elle joue avec une énergie extraordinaire. Vous la voyez. Et puis, à un moment, vers la fin, il se passe un truc. Elle sort, le thème revient avec une ampleur et une majesté conquérante extraordinaire, et elle est comme emportée par le thème. Elle part, c'est un peu comme elle le prend comme un surfeur prend la vague. Elle sort du cadre et elle revient dans le cadre, et il y a un truc qui dure exactement 4 secondes. C'est un sourire qu'elle a. Et ce sourire est une des choses qui, je sais pas, prouve l'existence de Dieu ou l'existence du paradis ou une chose comme ça. Et vous pouvez le vérifier encore une fois. Allez regarder et écouter Martha Argerich, polonaise héroïque de Chopin. Mais on vous croit, Emmanuel Carrère. Oui, d'ailleurs, toute votre œuvre de fiction passe son temps à essayer d'expliquer la croyance, mais on croit ce que vous écrivez. Maintenant, écoutez... Oui, mais je suis pas en train de vous raconter des bobards. Non, c'est absolument mais vérifiable. On croit tout ce que vous nous écrivez. Et tout ce que vous nous dites aussi. Maintenant, je ne sais pas comment vous allez réagir à ces propos que vient de tenir sur vous aujourd'hui Olivier Assayas. Écoutez ce qu'il dit de vous. Moi, c'est à travers le cinéma que j'ai connu Emmanuel, puisqu'il écrivait dans Positif, à l'époque où moi-même j'écrivais dans les cahiers du cinéma. Ça faisait évidemment partie, dans les quelques cinéphiles que je croisais, de celui pour lequel j'avais de l'estime et de l'intérêt. Et on sait qu'on s'est connus par la suite, on se connaissait très mal au départ, il y a une sorte d'amitié qui s'est créée entre nous au fur et à mesure de mes films, de ces livres et de nos vies respectives, les uns et les autres mêlés. Je pense que le livre qui m'a vraiment marqué, qui m'a impressionné de la part d'Emmanuel, et qui est pour moi celui qui, d'une certaine façon, le met sur la trajectoire tout à fait admirable qu'il a poursuivi par la suite, c'est L'Adversaire. Je lui ai écrit une lettre à l'époque pour le lui dire, mais ce livre m'avait beaucoup impressionné, c'est-à-dire à la fois le réel, c'est-à-dire des événements ayant eu lieu, la façon dont la littérature les transcende, et puis la façon dont, d'une certaine façon aussi, l'auteur s'implique dans son sujet, c'est-à-dire que la façon dont, de quoi qu'on parle, on parle de soi. Et c'est quelque chose qui, évidemment, est très fort dans un livre comme L'Adversaire, où, encore une fois, j'ai été impressionné par la façon dont Emmanuel s'est immergé dans quelque chose qui me semblait l'incarnation du mal. La façon dont il avait vécu et expérimenté la proximité de quelque chose qui, moi, m'aurait été insupportable. Je crois aussi, moi je crois beaucoup à l'idée de génération. J'ai l'impression que dans ma génération, Emmanuel est certainement
l'artiste avec lequel j'ai eu le sentiment, sinon d'avoir un dialogue, ou en tout cas d'avoir un échange par livre interposé, par film interposé. C'est sûr qu'il y a cette idée de chemin parallèle qu'on a suivi, et pour moi, ces romans, c'est pas exactement des romans, c'est les livres d'Emmanuel et la façon dont son inspiration s'est déployée, c'est la façon dont lui-même s'est transcendé. C'est quelque chose qui m'a, au fil des ans, passionné, qui m'a importé, et que j'ai été toujours heureux de suivre. Nous venons d'entendre le point de vue d'Olivier Assayas, cinéaste. Vous êtes aussi cinéaste, Emmanuel Carrère, vous êtes aussi écrivain. Assayas parle de génération. Je pense qu'effectivement, vous appartenez à une génération, celle du voyage, celle du déplacement, celle de la mise en question de la certitude de la littérature, celle du métissage des genres littéraires. Vous avez inventé un genre littéraire. Et je crois que une des manières et une des raisons pour lesquelles nous attendons chacun de vos livres avec impatience, c'est parce que vous avez noué au fil des ans une sorte de pacte de loyauté vis-à-vis de vos lectrices et de vos lecteurs. Est-ce que pour vous c'est important? Il y a votre jeu, mais pour rebondir sur les propos d'Assayas, il y a aussi le nôtre de jeu, de lecteur. Nous sommes à l'intérieur de votre travail d'écriture. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous en rendez compte? En tout cas, vous pourriez pas me faire davantage plaisir, parce que je trouverais un peu triste d'être tout seul, dans mes livres. C'est des adresses à nous. Oui. Enfin, ce que j'espère, c'est que ça peut être lu comme ça. C'est que ce que je peux raconter de ma propre expérience puisse retentir dans celle des gens qui me lisent. J'aime ça, les livres ou les films d'ailleurs, qui créent avec leurs lecteurs ou les spectateurs une espèce de rapport amical, un rapport de familiarité, où c'est comme si quelqu'un vous parlait, voire même vous parlait à l'oreille, quoi. Enfin, il y a rien qui me soit plus précieux comme lecteur. C'est ce type de livre que j'aime, et j'essaye d'en écrire comme auteur. Ce dernier livre va sans doute procurer beaucoup de consolation, beaucoup d'apaisement par rapport à des souffrances. Je pense qu'il va être pris comme un texte qui va pouvoir apporter du bonheur. Dans ce texte, vous parlez de la disparition de votre éditeur dès le début et vers la fin. Et j'avoue que ces pages m'ont bouleversée, comme elles ont déjà bouleversé bien des lectrices et bien des lecteurs. Et ce soir, je voudrais qu'on écoute la voix de Paul Oczachowski-Lawrence, qui va parler de la recherche de la vérité dans les textes qu'il édite. C'est une archive INA de 2014. Je suis très sensible à quelque chose qui est de l'ordre de la vérité dans les textes. Non pas parce que ce qui est dit a existé ou est vrai au sens le plus immédiat du terme, mais parce que la manière dont c'est dit est vraie et juste. Et c'est cette justesse que j'essaie de trouver dans les textes, et c'est ce qui m'agite quand je lis un texte. Ça, c'est juste ou c'est pas juste, ça dit la vérité ou ça ne la dit pas. Bon, je veux dire par là, c'est une vérité formelle, mais qui renvoie évidemment à une autre forme de vérité plus profonde, vérité de la personne qui, écrivant un texte, ne sort pas de ce sillon qui est celui qui va le plus profondément dans son histoire, dans sa sensibilité, voilà. Et j'ai l'impression de le sentir quand je lis un texte qui me plaît. Bon, je suis comme vous, comme tout le monde, fait d'une histoire très complexe, qui a à voir avec l'enfance, avec les rencontres, avec certaines formes d'hérédité intellectuelle, etc. Et quand un texte fait bouger tout ça, a des répercussions sur cette espèce d'ensemble, sur ce magma que j'ai du mal à analyser ou à décrire, mais qu'on a tous en nous, plus ou moins. Quand quelque chose se passe à cause du texte, là, je commence à m'y intéresser beaucoup, voilà. Nous venons d'entendre la voix de Paul Oczachowski-Lawrence, votre éditeur. Ce texte qui est publié, qui s'intitule Yoga,
parle de Paul. Il n'est plus là et pourtant il est là dans vos pages. On a l'impression que cette approche de la vérité constitue un fil conducteur de votre propre travail d'écriture, peut-être de votre propre élucidation, et peut-être aussi, c'est peut-être un peu prétentieux et idiot ce que je vais dire, mais l'écriture comme possible adresse à ceux qui ont disparu. Oui, là, j'étais vraiment en écoutant, là, j'étais émerveillé par ce que disait Paul, comme j'étais émerveillé, il a toujours été par sa voix et par sa façon de parler. Et puis je me dis que, ouais, c'est pas pour rien qu'on a passé 35 ans de nos vies ensemble, hein. Je veux dire que nos vies d'écrivains et d'éditeurs se sont complètement faites ensemble. Oui, il y a cette question de ce qui sonne juste. Alors après Yari, c'est subjectif, hein, mais en tout cas, je pense que Paul avait une oreille extraordinaire pour ce qui sonne juste, et j'espère l'avoir aussi. Donc, j'avais pas prévu de parler de lui dans ce livre, et puis à la fin, c'est venu d'une façon un petit peu bizarre et un peu drôle que je raconte, c'est que à un moment, 2 mois avant sa mort, on s'est retrouvés ensemble à une foire du livre au Mexique. Et à un moment, à cette foire du livre au Mexique, je sais pas, on était dans le hall de l'hôtel. J'étais avec ma tablette en train de répondre à un mail, quelque chose comme ça. Et Paul, à un moment, me regarde et dit, mais comment tu tapes? Je tape. Mais tu tapes avec un doigt? Et il s'est aperçu. Je dis oui, je tape avec un doigt. J'ai toujours tapé avec un doigt. Et là, Paul a été stupéfait, comme si il le savait pas. C'est pas. Et il dit mais t'as écrit 14 livres, je sais pas combien d'articles et de scénarios avec un doigt. Ben oui. Et là, c'est comme si Paul avait décidé de prendre mon destin en main. Il me dit c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu apprennes à taper, quoi. Il y a des méthodes, ça va te prendre 2-3 mois et tu verras le temps que ça te fera gagner. Je dis je m'en fous du temps que ça me fera gagner. On n'est pas là pour gagner du temps. Et Paul, bon, on est sorti, on a encore, je vais aller voir un alcoolique comme ça, mais on a encore pas mal picolé. Et à un moment, j'ai l'impression que Paul avait lâché l'affaire de me faire taper à la machine. Et puis ensuite, il est revenu en me dire mais non, tu sais, c'est pas que gagner du temps, c'est que l'acte d'écrire des mots, des lettres, des mots, des phrases comme ça, avec un clavier, c'est l'acte le plus important de ta vie. Si tu changes radicalement les conditions de cet acte, ça va nécessairement changer ton logiciel. Il va forcément y avoir des modifications, des éboulements psychiques. Et en gros, comme on était très bourré, il m'a quand même dit mais tu sais, si t'écris avec 10 doigts, t'écriras 10 fois mieux. Le lendemain, je lui ai fait remarquer qu'il avait dit ça. Et il s'en est beaucoup excusé, comme s'il voulait dire, pas comme si ça sous-entendait que j'écrivais 10 fois moins bien que je n'aurais pu écrire si je m'étais un peu cassé la tête à taper à la machine. Il n'empêche que, après la mort de Paul, et comme une espèce de je ne sais pas, de truc à la fois ironique et tendre, j'ai pris la méthode qu'il m'avait conseillée. Et j'ai appris à taper à la machine avec 10 doigts. Et donc ce livre est à la fois... 10 fois mieux? Je suis pas convaincu, non, mais enfin j'écris. D'ailleurs, j'écris pas avec 10 doigts, j'écris avec 8. Mais c'est un grand progrès. Mieux. Et c'est à la fois le premier livre que j'écris sans Paul et le premier livre que j'écris avec 8 doigts au lieu d'un. Je voudrais qu'on termine ces 2 émissions, Emmanuel Carrère, par l'éloge de l'amour. De l'amour, vous parlez beaucoup. D'Emeline Landon, la compagne de Paul Oczachowski-Lawrence, vous parlez beaucoup. Vous parlez de leur amour qui vous émerveille. Vous parlez des amoureuses que vous avez eues, que vous avez beaucoup déçues. Vous les exhortez à l'intérieur de ce livre à ne pas tomber amoureuses de ce sale type que vous êtes. Et pourtant, le dernier chapitre commence ainsi. On continue à ne pas mourir tant qu'on peut, on continue à ne pas mourir, mais le cœur n'y est plus, on n'y croit plus, on croit qu'on a épuisé son crédit et que plus rien n'arrivera. Un jour, pourtant, quelque chose arrive, l'inconnu qu'on espère et redoute prend le visage d'une inconnue particulière qu'on commence à connaître et avec qui on marche sur un sentier de montagne. Donc l'amour, toujours.
Ça veut dire qu'effectivement, même quand on croit que c'est foutu, c'est pas forcément foutu. C'est très encourageant. Mais pour cela, il faut continuer à vivre et avoir envie de vivre. Il faut continuer, je cite cette phrase extraordinaire qui est dans une lettre d'un garçon, d'un enfant pratiquement, d'un adolescent à sa grand-mère pendant les purges de 36 en Union soviétique, et qui lui dit, qui lui donne des nouvelles et qui dit: je suis pas encore mort, alors qu'il a des bonnes chances d'eux. Je continue à ne pas mourir. C'est cette phrase: je continue à ne pas mourir, m'a laissé pantois. Le livre a même failli s'appeler comme ça. Puis finalement, Yoga, c'était plus économe. Et vous vivez ou vous continuez à ne pas mourir? C'est pas tout à fait la même chose. Écoutez, c'est pas tout à fait la même chose, mais continuer à ne pas mourir, ça me va. Ça veut dire que vous êtes complètement... Je trouve pas ça triste. Je trouve pas ça triste. Non, je trouve pas ça triste. Parce qu'il y a toujours à l'intérieur de vous cette possibilité de communiquer avec ceux qui ne sont plus là, par le biais de l'écriture. Honnêtement, j'y avais jamais pensé. Ça, dans le cas de Paul, oui, bien sûr. Et vous êtes sûr, nous, les lectrices et les lecteurs de Yoga, qu'après ce livre rendu puis publié, aujourd'hui public, ça recommencera pas, le breakdown? Ah, mais je ne suis sûr de rien. À vrai dire, je suis à la limite plus sûr de ça que du contraire. Je pense que quand on a une constitution psychique de ce type, ce type de gouffre vous menace, on risque d'y retomber, et que si on arrive à le relativiser un petit peu, c'est bien, mais je pense que c'est très difficile de relativiser un petit peu, et c'est pas en se disant ça arrivera de nouveau qu'on ne sera pas totalement pris par surprise quand ça arrivera. Dernière question, Emmanuel Carrère, dans Yoga, au moment juste avant d'être interné à Sainte-Anne et que les autorités médicales puissent vous accoler le terme de malade, eh bien, vous avez vécu de nombreux mois dans cet état de dépression, prostré dans votre appartement, sans pouvoir faire grand-chose. La seule chose que vous pouviez faire à l'époque, dites-vous dans Yoga, c'était de sortir au café en bas de chez vous et de regarder les gens. Ça m'a d'ailleurs curieusement fait penser à Georges Perec, qui à un moment s'était mis dans un café pour regarder les gens passer. Sur la place Saint-Sulpice à Paris, oui. Avez-vous écrit sur cette expérience et avez-vous déjà écrit le prochain livre? Alors, non, pas loin de là, mais c'est pas si éloigné. J'essaye depuis plus d'un an, mais c'est un projet au long cours, d'écrire sur mon quartier. Quand je dis sur mon quartier, c'est vraiment sur le rayon de 200 mètres autour de chez moi, en essayant d'en savoir le maximum. Mais c'est vraiment un projet typique de documentaire, et qui peut prendre des années, qui est pas absolument à plein temps, mais c'est un type de projet agréable parce qu'on a l'impression, quand on va acheter une baguette, qu'on travaille. Mais vous travaillez tout le temps, alors? En un sens, oui, ça c'est vrai. Merci Emmanuel Carrère. Merci beaucoup. Merci pour la publication de ce livre qui s'intitule tout simplement Yoga et qui vient de paraître chez POL. Maquillage bleu sur tes yeux, tu ressemblais à Pardo en mieux. L'amour s'en va comme les cheveux dans le cuir de cette nuit. Qu'on se réchauffe un peu, qu'on se réchauffe un peu. Est-ce que ça nous rajeunit de changer d'heure dans les bras du dépanneur? Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Porte opposée vérifiée, ceinture attachée. On rêvait du cosmos, on rêvait de prise là. On a eu Twitter, Victoria Beckham, s'occupant de nos âmes. S'occupant de nos âmes. Ça quand même, mon dos c'est fini. Christophe en Ferrari, Hallyday, Johnny. Ça bouge un peu.
partout sur terre. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Maquillage bleu sur tes yeux, tu ressemblais à Pardon-Onia. L'amour s'en va comme les cheveux dans le cuir de cette nuit qu'on se réchauffe un peu. Ça bouge un peu, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Et c'est avec Raphaël que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Charles Leca qui était à la technique. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas, Alexandra Brouillet. Merci évidemment à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka Assayas pour la suite de son Very Good Trip.